Ma belle-fille a cherché à me ridiculiser devant tout le monde dans le restaurant où je travaille. Pensant me briser, 1 mois plus tard, les rôles se sont inversés. Découvrez cette histoire captivante de trahison et de revanche. Abonnez-vous pour plus de récits bouleversants. Ma belle-fille m'a humiliée 1 mois plus tard. Tout a changé. Je n'aurais jamais pensé qu'enfiler un simple tablier pouvait faire de moi une risée. La salle était emplie du murmure des conversations à dîner. Les verres se tentaient doucement sous les lumières ambrées du restaurant, jusqu'à ce que la voix de Vanessa tranche l'air. « Ne traîne pas trop, pauvre serveuse, » disait-elle. Fort, Claire, me pointant du doigt avec un sourire narquois. Ma propre belle-fille, la femme de mon fils Damien. Ses amis gloussaient. L'un détournait le regard, gêné. Mais la plupart fixaient, s'attendant à ce que je flanche, que je bégaye, que je craque. Je ne le faisais pas. Je prenais le plateau sur le rebord de la cuisine, marchais vers leur table, talons silencieux contre le carrelage. Je posais les plats doucement, canard rôti, salade de roquette, coquillet Saint-Jacques au citron, sans un mot, sans tressaillir. Mais mes mains, elles, tremblaient. Je me figeais en plein pas, l'assiette vacillant légèrement dans ma main. Elle me pointait, son sourire aigu, suffisante. Elle était venue avec des amis de son agence de marketing, apparemment pour un dîner décontracté avec des clients. Le genre où ils faisaient semblant d'être généreux avec les cartes d'entreprise tout en riant trop fort de leurs propres blagues. Elle savait que j'étais de service. Elle avait demandé ma section. Je me tenais là, dans mon tablier noir impeccable, avec la petite étiquette brodée indiquant Marthe. Bien que personne ne l'utilisât, ma main se resserrait sur l'assiette. Je sentais chaque paire d'yeux sur moi, certains amusés, d'autres curieux, d'autres simplement mal à l'aise. Et Vanessa, mon Dieu. Elle s'adossait à sa chaise, sirotant son vin comme si elle venait de lâcher la chute d'une blague. Une de ses collègues riait incertainement, probablement sans savoir que la serveuse qu'elle moquait était aussi la mère de son mari. Mes joues brûlaient, mais je ne disais rien. Je posais l'assiette devant l'homme qui l'avait commandée. Je souriais même. Comme on nous l'apprend, Vanessa ne bronchait pas. Elle se tournait vers la femme à côté d'elle, disait « C'est de la famille. N'est-ce pas adorable ?» Je sentais ma colonne se raidir en me détournant. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle voulait qu'il pense que j'étais une vieille femme pitoyable, une relique brisée, sans autre utilité que de porter des assiettes et sourire. Elle voulait salir mon nom de pitié, et ça marchait. Mais je ne craquais pas. Je retournais calmement à la cuisine, prenais une carafe d'eau, revenais à ma section comme si rien ne s'était passé. Je servais du pain, débarrassais les assiettes, gardais la tête haute. Même quand j'entendais une collègue de Vanessa murmurer, elle était sérieuse. C'est sa belle-mère. Le pire n'était pas les mouches, c'était Damien, mon fils. Il savait que je travaillais ici. Il connaissait Vanessa. Et il ne disait rien. Il aurait pu me prévenir qu'elle serait là, lui demander de ne pas être cruel. Mais il restait silencieux. Encore. Dans notre salle de pause, je m'asseyais un instant. Mes mains tremblaient légèrement. Je fermais les yeux, prenais une inspiration, me rappelais qui j'étais, infirmière pendant 32 ans, une femme qui avait élevé son fils, enterré un mari, et continuais d'avancer. Je n'allais pas pleurer dans les toilettes du personnel du Ducasse, pas ce soir. Mais je savais aussi que quelque chose avait changé. Vanessa voulait me rendre invisible, remplacer le respect par le ridicule, et Damien la laissait faire. Je ne le savais pas alors. Mais ce moment, assiette de poulet en main, rirait dans mon dos, n'était pas juste une humiliation, c'était un commencement. Les murs de la chambre d'amis de Damien sont du même beige qu'il y a 3 mois, quand j'ai emménagé. Mais ce soir, il semble plus étroit. Le petit lit grince sous moi, alors que je plie soigneusement mes anciens certificats d'infirmière. Je ne sais pas pourquoi je les ai sortis ce soir. Peut-être avais-je besoin de me rappeler que j'étais quelqu'un avant tout ça. Les papiers sont jaunis, les bords légèrement recourbés par le temps, licence d'infirmière, formation en soins palliatifs, certificats en soins aux aînés. Tout y est. Des titres qui m'avaient valu du respect autrefois. Maintenant, ils semblent des souvenirs d'une version de moi qui ne cadre plus avec cette maison. Vanessa n'est même pas rentrée après le restaurant. J'ai entendu la voiture de Damien dans l'allée après 23 heures. Pas de coup à la porte. Pas d'excuses. Juste le silence. Comme si mon embarras d'hier était normal. Je vis dans leur chambre d'amis. Pas celle à l'étage. Celle-là, c'est maintenant le bureau de Vanessa. Je reste en bas,
près de la buanderie. C'est exigu, mais je leur ai dit que je n'avais pas besoin de beaucoup d'espace. Je l'ai dit avec un sourire. Même en rangeant mes souvenirs dans des bacs en plastique, après la mort d'Harold, je n'avais nulle part ailleurs où aller. Damien a proposé, disait « Tu ne devrais pas être seule maintenant. » Maman, Vanessa souriait quand il disait ça, mais ça n'atteignait jamais ses yeux. Je savais déjà que j'entrais dans un espace où j'étais tolérée, pas accueillie. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me ridiculise ainsi. Je travaille au Ducasse pour rester active. Pas parce que j'ai besoin d'argent. Pas encore. Je voulais un but, un rythme, quelque chose pour distraire du chagrin. Mais dernièrement, je me demande si Vanessa raconte que j'ai pris ce travail parce que j'étais fauchée. Elle adorerait cette histoire. Ça la ferait paraître charitable. Plutôt aujourd'hui, pendant une pause entre les services, j'ai entendu un des commis parler à une serveuse, cette dame plus âgée. Marthe, je donnerais tout pour avoir une mère comme elle. Elle est douce. M'aide toujours quand la caisse déconne. Il ne savait pas que j'étais à côté. Je ne l'ai pas corrigé. Je suis juste passée, souriant intérieurement, un petit moment chaleureux enfoui dans une semaine froide. Je le portais comme un caillou dans ma poche, car en vérité, j'en avais besoin. Besoin de savoir que quelque part, quelqu'un me voyait encore, pas comme un fardeau, pas comme une invitée indésirable avec des rêves périmés, juste comme quelqu'un de gentil. Le dîner ce soir était silencieux. Damien assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Pendant que Vanessa réchauffait des restes, elle ne demandait pas si j'avais mangé. Je n'offrais rien. Je m'asseyais à la petite table près de la fenêtre, me faisais un toast avec de la confiture. Personne ne disait un mot. Il y a une photo sur l'étagère dans le couloir. Damien, 9 ans, à côté de moi à la foire scientifique de son école. Il avait gagné la 3e place pour un volcan fait maison. Sur la photo, il rayonne. Une main tenant le ruban, l'autre serrant mon bras. À l'époque, il disait à tout le monde que j'étais la meilleure maman du monde. Maintenant, il évite le contact visuel quand j'entre dans la pièce. Parfois, je me demande s'il a honte de moi, ou peut-être ne sait-il pas comment tenir tête à Vanessa. Dans tous les cas, ça fait mal. Pas comme un coup de couteau, plus comme une érosion lente. Des petits morceaux de qui j'étais usée par le silence et les regards en coin. Je range les certificats dans une enveloppe, les glisse sous mon lit. Ils n'ont plus leur place sur les murs de cette maison. Plus maintenant. Mais je les garde près de moi. Car peut-être, bientôt, j'aurai besoin de rappeler à quelqu'un ce dont je suis capable. Même si ce quelqu'un, c'est moi. C'était en fin d'après-midi quand Louise arrivait, enveloppée dans son châle à carreaux préféré. Bras chargés de sacs de course qu'elle refusait de me laisser porter. « Assiette, toi », disait-elle avant que je puisse protester. « Tu en as assez fait cette semaine. » La bouilloire sifflait, juste au moment où elle posait le pain et les fruits sur le plan de travail. C'était réconfortant. Ce son suidant de quelque chose qui boute intentionnellement, pas comme la douleur silencieuse qui s'accumule dans cette maison, goutte à goutte, mot à mot, jusqu'à ce qu'on réalise que le sol sous vos pieds est creux. Nous nous asseyons à la petite table de la cuisine, un espace partagé. D'ici est-il. En réalité, juste un coin avec un carrelage fissuré et un bol de fruits en plastique qui ne semble jamais contenir de vrais fruits. Je nous versais du thé. Camomille pour moi, menthe pour elle. Le même rituel qu'à la table de maman il y a des années. Quand le monde semblait un peu plus gérable, Louise me regardait par-dessus le bord de sa tasse. « Vas-tu me dire pourquoi Vanessa t'a appelée serveuse devant un restaurant plein de monde? Comme si tu étais un chien errant qu'elle avait recueilli. » Je ne répondais pas tout de suite. Remuais juste mon thé. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Disais-je enfin. Et elle le fait depuis des semaines. Ce n'est pas juste le restaurant. Le visage de Louise se durcissait. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Alors je lui racontais les remarques subtiles. La manière dont Vanessa dit aux gens que j'ai emménagé parce que je ne pouvais pas être seule. Les fois où elle laisse la vaisselle pour moi, comme si c'était mon devoir. Comment elle ne frappe pas, entre juste dans les pièces. Comme si les murs n'avaient aucune importance quand j'y suis. Louise n'interrompait pas, hochait juste la tête, ses yeux sombres et calmes, cette immobilité qu'elle a quand elle réfléchit à quelque chose de dangereux. Puis je lui parlais du châle, mon préféré. La laine bordeaux qu'Harold m'avait offerte pour notre 35e anniversaire. Je l'avais laissé dans le panier à linge la semaine dernière. Juste une fois. Revenu pour le trouver lavé à chaud. Rétréci à la taille d'une poupée. Vanessa haussait les épaules. Disait « Oups ».
Je suppose que la laine demande plus de surveillance. Ce n'était pas un accident. Louise soufflait fort. Elle essaie de te faire paraître faible. Pitoyable. Comme un vieux chat de grange s'accrochant au perron. Je sais, murmurai-je. Alors pourquoi la laisses-tu faire? Je regardais par la petite fenêtre de la cuisine. Le jardin était envahi. Damien m'aidait autrefois à planter des herbes quand il était petit. Maintenant, il ne pouvait même pas maintenir une conversation pendant 10 minutes. Parce que si je riposte maintenant, disais-je lentement, elle le retournera, fera croire que je suis l'instable, la belle-mère jalouse s'accrochant à la jambe de son fils. En ce moment, elle construit une histoire, une version de moi qui convient à son récit. Et tu la laisses faire. Je la regardais droit dans les yeux. Pas laisser, observer. Louise s'adossait. Qu'attends-tu, tu? Je sirotais mon thé, des preuves, des schémas, et le bon moment. Elle m'étudiait un long moment, puis hochait la tête. D'accord. Mais quand le moment viendra, tu ferais mieux de ne pas flancher. Je souriais, mais pas doucement. Je ne flancherai pas. Nous restions silencieuses après ça, écoutant le cliquetis du frigo qui s'allumait et les voix étouffées de l'émission policière préférée de Vanessa résonnant depuis le salon. Il y a 2 types de force. J'ai appris celle qui se tient dans la tempête, Poingslevis, et celle qui reste immobile, attendant que le vent change, sachant exactement dans quelle direction il doit souffler. C'était juste après l'heure où je sortais dans le couloir pour prendre un verre d'eau. La maison était sombre, éclairée seulement par la lueur de la télé dans le salon. La voix de Vanessa flottait depuis le coin. Elle était au téléphone, riante forte. Un peu trop. Je m'arrêtais. Quelque chose dans son ton me mettait sur les nerfs. Cette douceur sirupeuse qu'elle utilisait seulement quand elle allait dire quelque chose d'aigre. Elle s'accroche à sa dignité comme à un sac de créateur, disait-elle, traînant sur le dernier mot, comme si ça avait mauvais goût. Pathétique. Franchement, une pause. Puis le son d'un rire étouffé à l'autre bout. Elle était infirmière ou quelque chose. Maintenant, elle est juste là, pliant des serviettes comme si c'était des lingots d'or. Je restais figée dans le couloir, hors de vue, une main contre le mur. Mon souffle se coinçait dans ma gorge, mais je ne bougeais pas, ne faisais aucun bruit, la laissais continuer. Elle fait comme si elle était si posée, mais en réalité, elle est désespérée. Damien a pitié d'elle. C'est la seule raison pour laquelle on la laisse rester. Laisser rester. Comme si j'étais un chien errant roulé en boule sur leur paillasson. Il y avait plus. Un soupir. Puis, je te jure, si je dois entendre une autre histoire sur comment elle gérait des salles entières autrefois, je vais péter un câble. Flash info. Mais, personne s'en fout. Ce n'est pas Grey's Anatomy. C'est notre maison maintenant. L'appel se terminait par un rire et un léger ding. Je me tournais, retournais dans ma chambre, doucement, prudemment, comme une femme qui ramasse quelque chose de lourd sans montrer qu'elle le soulève. Elle ne m'avait pas vue, ne savait pas que j'avais tout entendu. Peut-être s'en fichait-elle, ou peut-être croyait-elle vraiment que j'étais trop douce, trop aveugle, trop désespérée pour remarquer à quelle vitesse le sol sous mes pieds changeait, mais je remarquais. Je fermais la porte de ma chambre, m'appuyais contre. La petite chambre d'amis, c'était exactement comme je l'avais laissée, rangée, simple, oubliable. Mais quelque chose en moi n'était plus pareil. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était une sorte de tristesse qui se transforme en clarté, comme découvrir que la maison que vous avez construite toute votre vie n'était jamais à vous. Elle n'avait pas encore complètement cédé. Je ne pleurais pas. Il y avait un temps où des mots comme ceux-là m'auraient brisé. Mais ce soir, il s'installait juste, lourd mais pas surprenant, comme la deuxième chaussure qui tombe après que vous avez entendu la première heurter le sol. Elle voulait me rendre invisible, mais je la voyais maintenant, plus clairement que jamais. Vanessa n'était pas juste cruelle, elle était stratégique. Et Damien, il devait savoir, au moins en partie. Aucun homme n'est aussi aveugle, sauf s'il choisit de l'être. Et ce choix, son silence, son absence à la table quand les blagues étaient lancées, était une trahison à sa manière. Je m'asseyais au bord de mon lit, ouvrais le tiroir de ma table de nuit, sortais un petit carnet. Je commençais à écrire date, heure, mots exacts, où elle se tenait, ce qu'elle disait. J'écrivais tout, pas pour la confronter. Pas encore, mais parce que les histoires, même cruelles, ont des schémas. Et quand vous apprenez le rythme,
Vous savez exactement quand couper la musique. Elle pense que je m'accroche à la dignité comme à un sac de créateur. Elle n'a aucune idée de ce à quoi je tiens vraiment. Mon silence n'est pas de la faiblesse. C'est un compte à rebours. Le lendemain matin, je remarquai quelque chose d'étrange. Damien était assis à la table de la cuisine, penché sur un dossier épais de paperasse, Vanessa à ses côtés, une main sur son épaule, l'autre pointant quelque chose à l'intérieur. Je restais hors de vue, derrière le mur du coin. Leur voix basse, douce, mais familière. Le son de Jens planifiant quelque chose qu'il ne voulait pas que vous entendiez. Je ne voulais pas écouter au début, mais j'entendais Damien dire « On expliquera juste, c'est un investissement à court terme. » De toute façon, elle ne comprendra pas les détails. Elle n'a pas besoin. Vanessa répondait « Elle te fait confiance. Fais-lui juste signer le formulaire de transfert. Tu sais l'exécuteur. » Non, mon sang se glaçait. Transferred, exécuteur, fiduciaire. Je reculais avant qu'il ne me reperde, cœur battant dans ma poitrine, comme s'il essayait de s'échapper pour chercher de l'aide. J'attendais dans la buanderie jusqu'à ce qu'il parte à la salle de sport. Il ne m'emmène jamais. Damien avait dit un jour que c'était trop bruyante là-dedans pour toi. Maman. Il le disait comme s'il était gentil, mais c'était juste une autre excuse pour me garder dans l'ignorance. Quand la maison devenait silencieuse, je marchais droit vers la table. Le dossier était parti, mais Damien avait laissé sa mallette ouverte. Juste un peu assez. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être des relevés bancaires anodins, mais ce que je trouvais était des papiers. Documents d'investissement, demande pour un projet appelé Propriété de développement familial, et une page particulièrement lourde avec mon nom dessus. Le titre disait « Accord de contributeur financier informel ». Je le lisais 2 fois, puis une 3e. Il prétendait que j'offrais un prêt. Non. Pas un prêt, une contribution pour un acompte sur un bâtiment à usage mixte que Damien et Vanessa tentaient d'acheter avec 2 autres couples. C'était formulé en langage doux. Le soutien de Marthe est profondément apprécié, disait-il, comme une carte de remerciement. Pas de terme, pas de garantie, juste mon nom et une ligne vierge où ma signature devait aller. Il ne m'avait pas demandé, pas une fois. Et pourtant, de l'écriture de Damien, je voyais le mot « en attente », écrit à côté de mon nom. Pas demandé à maman, pas discuté avec Marthe, juste en attente, comme une case qui finirait par se cocher toute seule. Je prenais des photos de chaque page, lentement, prudemment, comme quelqu'un préservant des preuves, puis je remettais tout exactement comme je l'avais trouvé, sauf une page. Celle avec mon nom, cette page. Je la scannais sur l'imprimante dans le couloir, l'envoyais par email à moi-même, supprimais l'historique de numérisation, vidais le dossier d'envoi, remettais tout en place. Ils n'avaient pas besoin de savoir ce que j'avais. Plus tard ce jour-là, Damien me demandait comment je me sentais. De nulle part, sans contact visuel. Juste la question, lancée comme une ligne de pêche. « Bien, » disais-je. « Pourquoi ?» Il haussait les épaules. « Juste, tu semblais un peu bizarre dernièrement. Tu sais, s'il y a quelque chose dont tu veux parler. » Je souriais. « Non, mon cher, rien du tout. » Il hochait la tête, mais je voyais le tic dans sa mâchoire. La culpabilité était là, juste enfouie. Cette nuit-là, j'ouvrais un nouveau dossier sur mon vieux portable. Je l'appelais simplement « S'il pousse ». J'y téléchargeais les photos. Étiquetais tout clairement « Horo date ». Date. Je n'avais pas encore décidé ce que j'en ferais, mais ça n'avait pas encore d'importance. Pour la première fois depuis des mois, je sentais quelque chose de nouveau frémir sous ma peau. Pas de la tristesse, pas de la peur, de la préparation. Qu'il murmure, qu'il planifie, j'ai été sous-estimée avant. C'est comme ça que je suis arrivée si loin. C'était un des cousins de Damien qui venait en premier. David et Lynette, 2 visages assez amicaux du côté de sa famille. Nous ne les avions pas vus depuis des mois, mais Vanessa faisait un spectacle en les invitant pour un brunch. « Vous savez comme c'est dur pour Marthe de sortir ces jours-ci, » disait-elle fort, en remplissant le verre de David de jus d'orange. Alors on essaie de garder les choses animées à la maison pour elle. Elle le disait comme si j'étais une enfant ou un animal de compagnie, une créature délicate à garder à l'intérieur, protégée du monde. Je ne disais rien, pliais juste ma serviette. Surveillais poliment. Vanessa riait trop fort quand je proposais d'aider à débarrasser la table. Oh, non, assis-toi. Marthe, tu en as assez fait.
Laisse les plus jeunes gérer le gros du travail. D'accord? Je n'argumentais pas. Mais je remarquai que Lynette jetait un regard entre nous, sourcils froncés. Tu travailles toujours à temps partiel. Non, me demandait-elle. Je hochai de la tête. Oui. Quelques services par semaine au Ducasse. Oh. David penchait de la tête. Je pensais que tu avais pris ta retraite. Vanessa intervenait, sa voix douce comme de la crème. Eh bien, elle l'a fait. Mais vous savez, quand on n'est pas habitué à la stabilité financière, c'est dur d'arrêter de courir après le salaire. Damien et moi essayons d'aider où on peut. Mais elle est très fière. Ça me frappait comme une gifle. Stabilité financière. Comme si je ne l'avais jamais eue. Comme si Harold et moi n'avions pas passé 35 ans à construire une vie assez solide pour porter Damien à travers l'université et au-delà. Comme si j'étais là, entassée dans leur chambre d'amis, parce que j'avais échoué à planifier. Je regardais Damien, assis son bout de table. Il ne disait rien. Sirotait juste son café, yeux sur son téléphone, laissant le silence sceller son histoire. Je mordais l'intérieur de ma joue jusqu'à ce que la douleur me recentre. Plus tard, après que la vaisselle était faite et que tout le monde s'était retiré dans ses petits coins, je retournai dans ma chambre, trouvai quelque chose sur l'oreiller, une enveloppe blanche simple, son nom devant. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Tapé. Anonyme. Vanessa planifie quelque chose de gros. Sois prudente. C'était tout. Pas de signature. Pas d'explication. Juste ces mots, imprimés proprement en encre noire. Mes mains tremblaient légèrement en la relisant. Je vérifiais l'enveloppe. Rien. Pas même un sceau. Je ne savais pas ce qui me glaçait le plus. L'avertissement ou le fait que quelqu'un d'autre voyait ce qui se passait et restait silencieux jusqu'à maintenant. Je glissais la lettre dans mon tiroir, à côté des documents copiés, puis je m'asseyais, juste assise, réfléchissant. Quelqu'un là dehors me croyait, voyait ce que Vanessa faisait. Peut-être ne pouvait-il pas le dire à voix haute, mais il voulait que je sache. Ça comptait plus qu'il ne le comprendrait jamais. Avant de me coucher, je me versais un petit verre de vin, sortais dans le petit bout de jardin que Vanessa ne touchait jamais. L'air nocturne était frais, les étoiles nettes contre le ciel. Et je réalisais quelque chose. Vanessa veut que tout le monde me voie comme fragile, fauchée, dépendante. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est ceci. Les gens n'achètent cette histoire que quand personne ne regarde ou ne la raconte. Et maintenant quelqu'un regarde. Je ne suis pas seule. Et ça change tout. Le lendemain matin, je me faisais du café et du porridge, comme d'habitude. Mais j'ajoutais un nouvel élément à la routine, un voyage au magasin d'électronique. Ce n'était pas un grand magasin, juste une petite boutique près du quartier des Quincailleries, le genre d'endroit où ils disent encore madame et vous aident à porter les choses à votre voiture si vous semblez avoir les mains pleines. Je disais au vendeur que j'avais besoin de quelque chose de petit, discret, juste pour la sécurité à la maison, disais-je, souriante. Il me montrait quelques options. Je choisissais un enregistreur audio numérique de la taille d'un rouge à lèvres, avec une autonomie de 12 heures, pouvant être clipsé sous un comptoir ou fixé avec un aimant. Parfait! De retour à la maison, j'attendais que l'endroit soit vide. Vanessa a son cours de pilates. Damien partit pour des courses, et je l'installai dans la cuisine, soigneusement glissé sous le bord inférieur de l'armoire près du porte-épices. On ne le verrait jamais sauf si on le cherchait. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais immobile. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une assurance. Car quand quelqu'un commence à vous appeler instable, oublieux, peu fiable, il faut plus que de la mémoire pour se protéger. Il faut des preuves, cette nuit-là. Après le dîner, je les entendais parler dans la cuisine à nouveau. Je restais dans ma chambre. N'écoutez pas par la porte cette fois. Je n'avais pas besoin. L'enregistreur se souviendrait pour moi. C'est étrange. Savoir qu'on ment sur vous dans la maison où vous dormez, ça vous use. Use les frontières entre la colère et l'épuisement. J'attendais minuit pour récupérer l'appareil. Le branchais à mon ordinateur portable. Écoutez. Vanessa. Elle s'est restée devant le frigo pendant genre 5 minutes aujourd'hui, à fixer le beurre. Je pense qu'elle a oublié ce qu'elle faisait. Damien, tu exagères. Vanessa. Non, non. Chérie, je suis sérieuse. Elle m'a demandé où était le sel, et il était dans sa main. 2 fois, je te le dis. Il faut qu'on prenne les devants. Si quelque chose lui arrive, ça ne doit pas retomber sur nous. Damien ne répondait pas tout de suite. Puis, qu'est-ce que tu dis?
Vanessa baissait la voix, juste assez pour faire forcer le micro, mais pas assez pour cacher ses mots complètement. Je dis, si on commence à documenter maintenant, ce sera plus facile si on doit la faire déplacer, légalement. Je ne dis pas aujourd'hui, mais bientôt. Elle n'est pas en sécurité seule. Elle marquait une pause. Et elle contrôle encore la fiducie. Tu penses qu'elle nous laissera quelque chose si elle pense qu'on complote? La voix de Damien, plus basse qu'avant. Je lui parlerai, j'essaierai d'y aller doucement. J'appuyais sur stop. C'était là. Pas juste un soupçon, pas juste une moquerie, mais une planification. Préparant le récit, posant les bases pour un retrait légal, pour une tutelle, pour un accès. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de ce que je contrôlais encore. Je ne pleurais pas. Pas alors. Je sauvegardais l'enregistrement, l'enregistrais dans un nouveau dossier. L'appelais Bande Cuisine 1. Puis j'en envoyais une copie à Louise. Sujet. Garde ça en sécurité au cas où. Elle répondait 2 minutes plus tard. Reçu. Ne supprime pas l'original. S'il sème des graines, nous planterons des racines. Cette nuit-là, je ne dormais pas, mais je ne me sentais pas non plus impuissante. Car pour la première fois, j'avais quelque chose de plus fort que la foi. L'espoir ou l'endurance polie. J'avais des preuves. Ça commençait par un bruit sourd. Une chaise raclait fort contre le carrelage, puis j'entendais la voix de Vanessa s'élever. Que paniqué. Anormal. Mon Dieu. Damien. Elle m'a crié dessus. Elle a oublié qui j'étais. Je pense qu'elle fait une crise. J'étais dans ma chambre, glissante. Calme. Tout à fait moi-même. Mais à l'entendre, on aurait cru que je déchirais la maison comme une folle. Je me glissais dans le couloir. La voix de Damien était paniquée aussi. Mais je confuse. Attends. Maman, vas-tu bien? Vanessa reniflait. Elle était restée là, à me fixer. Puis elle a crié. Tu n'es pas réel. Je te jure. J'ai cru qu'elle allait me frapper. Je reculais, veillant à ne pas faire grincer le plancher. Elle mentait. Carrément, il n'y avait eu aucune confrontation, pas un regard, pas un mot. J'étais dans ma chambre tout le temps, lisant un roman policier de la bibliothèque, mais la voix de Vanessa tremblait. Performance, même un sanglot étouffé. Je l'entendais arpenter la cuisine, comme si elle essayait de sembler acculée. La voix de Damien baissait. Ce n'est pas la première fois. N'est-ce pas? Non, murmurait-elle, la semaine dernière. Souviens-toi? Elle a mis le lait dans le garde-manger et les céréales au frigo. Je n'ai rien dit. Mais ça m'a fait peur. Et si elle laissait la cuisinière allumée, la panique, l'inquiétude, le glissement subtil vers « il faut faire quelque chose ». Mon souffle se coinçait dans ma gorge. J'avais vécu assez longtemps, perdu assez de patients, accompagné assez de familles de démence pour savoir exactement ce qu'elle faisait. Elle ne semait pas juste le doute, elle construisait un dossier. Je ne les interrompais pas, ne me défendais pas. Retournais simplement dans ma chambre, fermais la porte, vérifiais l'enregistreur. La petite lumière rouge clignotait. Il avait capturé chaque seconde. Le matin, tout était normal à nouveau. Vanessa souriait poliment. M'offrait du thé. Damien embrassait ma joue avec cette sollicitude douce, condescendante qui n'apparaît qu'après qu'on a été averti que vous n'alliez peut-être pas bien. Il pensait que je ne savais pas. Pensait qu'ils avaient l'avantage, mais j'avais l'enregistrement. Je le repassais, écoutant l'instant précis où sa voix se brisait en larmes. C'était du théâtre, mais du bon théâtre. J'envoyais ça à Louise avec une note simple. Elle ne ment plus juste, elle me réécrit. Louise ne répondait pas immédiatement. Mais cet après-midi, je recevais ce message vocal d'elle. Sa voix stable, tranchante de fureur. Envoie une copie à Harmon, le juge du restaurant. Tu lui fais confiance. Non. Il est temps que quelqu'un avec un marteau commence à regarder aussi. Je n'hésitais pas. Le juge Harmon avait toujours été gentil avec moi au Ducasse, jamais intrusif. Mais il remarquait les choses. Quand Harold était décédé, il avait laissé sa carte de visite pliée dans son chèque une nuit. Disant, si tu as besoin de quelqu'un d'équitable, appelle. Je n'avais jamais eu besoin. Jusqu'à maintenant. Je lui envoyais un email. Ne disait pas grand-chose. Juste que j'étais dans une situation compliquée et que je rassemblais des documents. J'attachais le fichier audio et la photo que j'avais prise des pilules altérées la semaine dernière. J'avais remarqué la différence de couleur. N'avais rien dit à l'époque. Mais pris une photo. Juste au cas où.
Le juge Harmon répondait ce soir-là. « Martha, merci de me faire confiance. Je garderai ce fichier en sécurité. Si quelque chose s'aggrave, je t'aiderai comme je peux. Tu n'es pas seule dans ceci. » Cette nuit-là, je m'asseyais sur le porche avec une tasse de thé aux herbes, laissais la nuit m'envelopper. Ils essayaient de me réécrire, de me redéfinir. Mais je connaissais encore la vérité. Et maintenant, quelqu'un qui portait une robe et tenait un stylo qui signait des ordonnances aussi. Ils peuvent te simuler la panique. Je resterai calme. Ils peuvent pleurer. Je documenterai. Ils peuvent essayer de m'effacer. Mais je sais exactement où j'ai rangé le stylo. La salle d'attente était calme. Juste le tic-tac discret d'une horloge et la légère odeur de café froid. Je m'asseyais, mains croisées sur mes genoux, le dossier pressé contre ma hanche, comme une seconde colonne vertébrale. À l'intérieur, l'enregistrement audio, la photo des médicaments, une copie de mon testament, celui qu'il n'avait jamais vu mais pensait contrôler. Quand la réceptionniste appelait mon nom, je me levais droite. Je n'avais pas besoin de déambulateur. Je n'oubliais pas où j'étais. Et je n'étais certainement pas perdue. « Madame Greer vous attend », disait-elle doucement. Mon avocate, Evelyn Greer, levait les yeux de son bureau avec un sourire qui atteignait ses yeux. « Martha, ravie de vous voir. »« Prête à faire des changements? »« Plus que prête, » disais-je, m'installant dans le fauteuil en face d'elle. J'ouvrais le dossier. Disposais le contenu devant elle, comme des cartes sur une table de poker. Et elle ne bronchait pas. Prenait juste la photo des médicaments. Fronçait les sourcils. Vous pensez que quelqu'un a altéré? Je le sais, disais-je doucement. Et j'ai un enregistrement que j'aimerais que vous écoutiez avant de continuer. Je lui tendais une clé USB. Pendant qu'elle le jouait, je regardais son visage attentivement. Son expression changeait peu. Juste un léger resserrement autour de la mâchoire quand la voix de Vanessa atteignait ce faux sanglot. Quand le fichier se terminait, elle soufflait, me regardait. « J'en ai assez vu, » disait-elle. « Nous nous mettons tous sous une nouvelle fiducie. Vous retirez Damien et Vanessa. » « Oui, entièrement. » « Les directives médicales aussi, mises à jour. Je nomme Louise comme mandataire de santé. Damien n'a pas à décider de ce qui m'arrive. Pas maintenant. Jamais. L'accès financier. » Je secouais la tête, verrouillée. À partir de cet instant, tout passe par vous et Louise. Nous travaillons pendant 2 heures. Nouveau document de fiducie. Procuration médicale révisée. Exclusion de bénéficiaires. C'était fastidieux, mais méthodique. Chaque signature semblait une petite expiration. Une douce récupération d'un souffle que je n'avais pas réalisé retenir depuis des mois. Quand nous avions fini, Evelyn me donnait une copie des documents finalisés et une clé USB avec des sauvegardes sécurisées. « Voulez-vous les notifier ?» demandait-elle. « Non, » disais-je, glissant le dossier dans mon sac. « Pas encore. » Qu'ils pensent que je plie encore du linge et que j'oublie le sel. Elle souriait. Ils vont être furieux quand ils le découvriront. Je hochasse la tête. C'est comme ça que je saurais que ça a marché. Avant de partir, je faisais un dernier arrêt. Le Ducasse n'était pas bondé cet après-midi-là. Le juge Harmon était assis à sa table habituelle, sirotant son expresso lentement, comme un rituel sacré. J'approchais doucement. Après-midi. « Votre honneur? » Il levait les yeux. « Souriette, mademoiselle Marthe. Vous avez ce regard. Celui que les gens ont juste avant que quelque chose change. » Je glissais une enveloppe scellée sur la table, à l'intérieur. Une copie de la fiducie et des directives médicales, juste au cas où. S'il arrive quelque chose, disais-je. Je veux qu'une autre personne hors de cette maison sache ce qui est si réel. Il ne l'ouvrait pas, la glissait juste dans sa mallette. Hourez la tête. Vous faites ce bien, disait-il doucement. Minutieusement, personne ne peut tordre ce qui est écrit à l'encre. Je rentrais à pied, plus lentement que d'habitude, mais pas par fatigue. Je savourais quelque chose, le contrôle. Ils avaient passé des semaines à créer un récit, une histoire où j'étais impuissante, oublieuse, en déclin. Mais j'avais écrit une nouvelle. Et dans celle-ci, je n'étais pas la vieille femme faible dans la chambre d'amis. J'étais l'auteur de ma succession, de mes soins de santé, de ma vie. Qu'il laisse Vanessa jouer le rôle de la belle fille attentionnée, que Damien acquiesce. Leur nom flottait encore dans l'air à la maison. Mais légalement, ils étaient déjà partis. C'était juste après le petit déjeuner que je le remarquais. Les pilules semblaient différentes. Je prends les mêmes chaque matin, lisinopril pour la tension. Calcium avec vitamine D,
et une petite aspirine pour le cœur. Je les prends depuis avant le décès d'Harold. Je sais à quoi elles ressemblent, ce qu'elles font entre mes doigts, mais ce matin-là, le comprimé de calcium était différent. Plus pâle, crayeux au lieu de lisse, une odeur amère étrange. Faible mais assez nette pour éveiller quelque chose en moi. Je ne disais rien. Posais le comprimé sur une serviette, prenais une photo, puis le comparais avec la bande de secours que je gardais dans mon kit de voyage, encore scellée, encore normale. La différence était claire. Quelqu'un l'avait remplacée. Je ne criais pas, ne confrontais pas, ne laissais même pas entendre que j'avais remarqué, car si Vanessa essayait de me faire passer pour confuse, instable, peut-être sénile. Moi courant dans le couloir en brandissant un flacon de pilule serait l'image même dont elle avait besoin pour le prouver. Non! Cela serait géré différemment. Cet après-midi-là, j'appelais ma docteure, le docteur. Patel me connaissait depuis des années, avait soigné Harold durant ses derniers jours. Elle était gentille, patiente et surtout discrète. J'aimerais venir, disais-je. Pas pour quelque chose d'urgent, juste une évaluation de routine. Clarté mentale, mémoire, ce genre de choses. Seriez-vous prête à rédiger un rapport officiel? Elle hésitait une fraction de seconde. Martha, est-il arrivé quelque chose? Je souriais dans le téléphone. Disons juste que j'aimerais être préparée. Au cas où quelqu'un dirait le contraire. Le rendez-vous était fixé pour un jeudi. Je ne disais rien à Damien. Encore moins à Vanessa. Je rangeais simplement mon sac avec ma carte d'identité. La photo des pilules, une clé USB avec l'enregistrement audio et la lettre anonyme. Mon petit arsenal de vérité silencieuse. Le docteur, Patel effectuait un test cognitif complet. Réflexes. Rappel. Mémoire. Séquençage. Je passais chaque épreuve sans problème. Elle souriait, griffonnait des notes. Je vous rédige un certificat de bonne santé mentale, disait-elle, me tendant la lettre elle-même, signée et scellée. Je la glissais doucement dans mon dossier. Une preuve. Je quittais son cabinet en me sentant légère, presque sans poids. Pas parce que le danger était passé, mais parce que maintenant, s'il venait pour moi avec des avocats ou des accusations ou des interventions soigneusement encadrées, je pouvais répondre avec quelque chose de plus fort que le déni. J'avais des documents, j'avais la vérité par écrit, à la maison. Je plaçais la lettre du médecin dans la boîte ignifuge avec les documents de fiducie et les directives médicales. La boîte était cachée sous une pile de vieilles couvertures au fond du placard. Pas sophistiqué, pas high-tech, mais solide. Sécurisé. À moi. Cette nuit-là, Vanessa était d'humeur inhabituellement joyeuse. Elle faisait le dîner, me servait même une assiette, poulet au romarin avec purée de pommes de terre et légumes verts. Je n'y touchais pas, pas par peur, mais parce que je voulais qu'elle remarque. Elle demandait, toute sourire, « Pas faim ce soir ?» Je la regardais dans les yeux. J'ai eu un gros déjeuner avec une vieille amie, un de ces repas copieux où on repart avec plus que de la nourriture. Et elle se figeait une demi-seconde, juste un scintillement, puis hochait la tête. Bien sûr, je portais mon assiette à l'évier, la vidaille proprement, retournais dans ma chambre, qu'elle se demande, qu'elle sente l'irritation du soupçon que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi aveugle qu'elle l'espérait. Car voici la vérité, vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour élever les enjeux. Parfois le mouvement le plus puissant n'est pas de crier dans un couloir, c'est une enveloppe scellée dans une boîte ignifuge. C'était un mardi quand j'entendais la panique. Vanessa était au téléphone, arpentant de l'arrière-cour. Comme un animal piégé, sa voix était aiguë, rapide, éparpillée entre excuses et explications frénétiques. Je jure que j'ai soumis les reçus. Ils étaient légitimes. Tous. Je ne sais pas comment l'écart s'est produit. J'arrosais le romarin en pot près de la fenêtre de la cuisine. Gardais la main stable, versant lentement. Mais chaque mot s'imprégnait. Elle avait été licenciée, pas mise à pied, pas réduite, licenciée, et ce n'était pas nouveau. Elle le cachait à Damien, à tout le monde. Mais je n'étais pas surprise. Les gens comme Vanessa ne perdent pas leur emploi. Ils l'érodent de l'intérieur, souriant tout au long des dégâts. Cette nuit-là, je restais éveillée tard. Pas à regarder la télé, pas à lire, à planifier. Le dossier que j'avais discrètement construit avait maintenant assez de poids pour faire pencher une balance. Et j'étais prête à m'y appuyer. J'imprimais un document. Juste un... Ce n'était pas l'audio. Pas encore.
C'était l'email des écarts de remboursement que j'avais entendu mentionner il y a des semaines. Elle avait laissé sa tablette professionnelle ouverte une nuit. En se vantant à sa cousine de manipuler les chiffres sur les dîners de clients, j'avais pris une photo rapide du résumé de l'email, pas parce que je prévoyais de l'utiliser, mais parce que je savais qu'un jour elle pourrait pousser trop loin. Maintenant, elle avait poussé, je tapais une dénonciation anonyme. Sujeté signalement d'audit des dépenses. Possible inconduit. Dénonciation interne. Damage Corp. Envisager de vérifier les rapports de dépenses de Vanessa R. Nom de famille masqué. Pour les 3 derniers mois. Spécifiquement les remboursements de repas et les frais de voyage. Et les écarts semblent constants et délibérés. Des documents existants, dénonciations soumises anonymement par une partie concernée avec exposition directe. Je crée un email jetable, attachais la photo, l'envoyais à la ligne éthique interne de son entreprise, puis j'attendais. Je n'avais pas à attendre longtemps. 2 jours plus tard, la cousine de Damien, Stéphanie, appelait. Elle paniquait au salon de manucure, disait-elle, la voix basse, conspiratrice. Reçu une lettre, légale. Ça ressemblait à une enquête officielle. Je pense qu'ils ouvrent une investigation. Je hochais juste la tête. Tu ne l'as pas entendu de moi. Je raccrochais avec un merci discret, fixais la fenêtre. Vanessa craquait. Le travail qu'elle utilisait pour afficher son succès, fini. La carrière qu'elle vantait à chaque réunion de famille, sous examen. Et maintenant, elle ne pouvait même pas prétendre. Ce soir-là, j'ajoutais un nouveau fichier à la clé USB, l'étiquetais dénonciation éthique envoyée. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais précise. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réponse. Car vous ne pouvez pas humilier quelqu'un, démanteler sa réputation en un murmure et partir sans conséquence. Pas pour toujours. Damien n'avait encore rien dit, ni sur le travail, ni sur les sautes d'humeur. Mais il était distant. Nerveux, je pouvais dire que quelque chose dans la maison changeait, glissant vers un effondrement inévitable. Au dîner, Vanessa parlait à peine, poussait sa nourriture dans son assiette, ses yeux sautant à chaque buzz de son téléphone. Damien essayait de faire la conversation. Alors, maman, le travail. Ça va toujours bien pour les pourboires. Je le regardais un instant, puis souriais, plus que bien. Mon cher. En fait, j'ai eu des clients généreux dernièrement. L'un a même dit que je devrais apprendre à leur personnel à gérer la pression. La fourchette de Vanessa cliquetait contre son assiette. Je ne jubilais pas, ne clignais pas. Prenais juste une autre bouchée. Car voilà ce qu'il en est des femmes comme moi. Nous n'avons pas besoin de crier pour être entendus. Nous bougeons juste la bonne pièce au bon moment. Et l'onde fait le reste. Ça commençait par un murmure dans la salle de pause. Vous avez entendu? Vanessa a postulé pour un poste ici. Au début, je pensais qu'il plaisantait, Vanessa travaillant au Ducasse. Après tous ces regards suffisants, ces pics subtils sur mes petits services et routines simples. Après avoir dit à tout le monde que j'étais trop vieille pour travailler, trop fragile pour être fiable. Mais ce n'était pas une rumeur. 2 jours plus tard, elle entrait, pourtant l'uniforme, pantalon noir, chemise blanche impeccable, cheveux attachés trop serrés. Comme si elle essayait de cacher que ce n'était pas son choix, elle ne me voyait pas au début. J'enroulais des couverts près de la cuisine quand elle passait avec un paquet de formations d'hôtesse sous le bras. Quand ses yeux se posaient enfin sur moi, c'était comme regarder du verre se briser, cette incrédulité figée. Retardée qui vient quand le monde soigneusement orchestré d'une personne commence à tourner dans l'orbite de quelqu'un d'autre. Je ne ricanais pas, ne jubilais pas. Disais-je, bienvenue dans l'équipe. Elle ne répondait pas. Je retournais à enrouler fourchettes et des serviettes. 1, 2, 3 rouleaux. chacun plus lisse que le précédent. À la fin de la semaine, tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Vanessa ratait des commandes, manquait des placements et s'en prenait à un serveur devant un client. Le manager lui donnait un avertissement écrit d'ici vendredi. Pendant ce temps, je recevais une lettre, une invitation. Le restaurant organisait un dîner de charité, une affaire semi-formelle honorant les contributeurs à la communauté senior locale. Mon nom était en haut de la liste. Invité d'honneur. Il me demandait même de dire quelques mots. Je ne savais pas comment réagir au début. Je n'avais jamais été honorée pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec survivre ou servir. Mais quand je montrai l'invitation à Louise, ses yeux scintillaient. « Tu y vas, disait-elle, et tu porteras cette robe bleu marine, celle que tu gardes pour quelque chose de spécial.
Eh bien, c'est ça, souriai-je. Penses-tu qu'elle sera là? Oh! Elle sera là, disait Louise, calme. Pas moyen qu'elle manque une chance de voir combien de gens admirent encore la femme qu'elle a essayé d'effacer. La nuit de l'événement. Le restaurant se transformait, des bougies scintillaient sur chaque table, une douce musique de piano flottait dans l'air. Les gens portaient des costumes, des blazers, des boucles d'oreilles scintillantes, des chaussures cirées. Et là, nichée dans un coin près du porte-manteau, était Vanessa. Pourtant le même uniforme que moi chaque semaine. Essuyant des verres à vin, quand elle me voyait dans ma robe bleu marine, cheveux fraîchement coiffés et boucles d'oreilles en perles qu'Harold m'avait données pour notre 20e anniversaire. Quelque chose dans son expression se fissurait. Elle essayait de sembler occupée, de disparaître dans l'ombre de son poste, mais elle ne pouvait pas se cacher de l'applaudissement quand mon nom était appelé. Martha Ellison, disait le manager dans le micro, est avec nous depuis un peu plus d'1 an. Ancienne infirmière, une leader discrète, un pilier de patience et de gentillesse. Ce soir, nous honorons non seulement son dévouement, mais sa dignité. Je marchais vers l'avant, lentement, gracieusement. Mes mains ne tremblaient pas, mes yeux ne s'embuaient pas. Je souriais. Et de l'autre côté de la salle, le juge Harmon levait son verre depuis la table VIP. Vanessa voyait tout. Et soudain, peu importait combien de murmures elle avait semés, combien de mensonges elle avait racontés, car ce soir, elle portait le tablier. Et moi, je portais la couronne. J'étais assise près du centre, entre Louise et le juge Harmon. Une petite carte devant moi indiquant Martha Ellison, honorée. C'était irréel. Pendant des années, j'avais été négligée, sous-estimée, poussée dans le coin des pièces et des familles. Mais ce soir, il me mettait au centre. Et j'y avais ma place. Une des serveuses s'était portée malade. Et le manager demandait des volontaires. Vanessa s'était proposée, probablement espérant être vue comme fiable, coopérative, ou peut-être avait-elle juste besoin des heures supplémentaires. Elle portait un plateau de verres à vin, comme s'il pesait plus qu'il ne devrait. Ses yeux balayaient la salle, évitant soigneusement les miens. Mais je l'observais, chaque pas, chaque tressaillement de la main, chaque moment où elle essayait d'être invisible, et puis ça arrivait. Elle s'approchait de la table 3, la plus proche de la scène, et me voyait debout près du micro. Nos yeux se croisaient, ce regard d'1 seconde la défaisait. Le plateau penchait, un verre glissait. Du vin rouge se déversait comme un ruban de honte sur les genoux d'une femme. Des hoquets résonnaient dans la salle. La femme criait, bondissant de sa chaise. Serviette agitée. Vanessa bégayait des excuses, cherchant des serviettes, essuyant inutilement, puis silence. Tout le monde se tournait vers moi, vers la scène, et je voyais l'ouverture. Je prenais le micro, ne m'éclaircissais pas la gorge, ne bafouillais pas. Regardais simplement Vanessa. Disais-je, calme et clair. Ne traîne pas trop. Les mots faisaient des vagues. Hoquet, murmurs. Quelques rires discrets de ceux qui se souvenaient, de ceux qui savaient. Le visage de Vanessa se vidait de couleur. Ses mains se figeaient en plein essuyage. La serviette tombait. Et soudain, elle n'était pas juste la serveuse maladroite qui renversait du vin. Elle était la Vanessa, celle qui avait pointé et moqué, celle qui avait dit « pauvre serveuse », assez fort pour me briser quelque chose en moi. Mais cette version de moi était partie maintenant. Le juge Harmon souriait, levait lentement son verre à nouveau. Louise se penchait, sa voix douce mais tranchante. Le timing. Toujours une question de timing. La femme à la robe tachée se levait. « C'est rien », disait-elle doucement. « Les accidents arrivent. » Mais ses yeux s'attardaient sur moi. Curieux, questionneurs, comme si elle voulait connaître le reste de l'histoire. Et elle n'était pas seule. Je ne disais rien de plus. Je n'en avais pas besoin. Je descendais du podium, retournais à ma place. Vanessa s'enfuyait à l'arrière, mains tremblantes, visage membré de panique. Le mal était fait. Pas à la robe de l'invité, mais au masque de Vanessa. À la fin de la nuit, les murmures s'étaient répandus comme un feu de forêt. Les gens demandaient qui elle était. Pourquoi elle semblait si secouée? Ce que « ne traîne pas trop » signifiait, et quand ils apprenaient, quand Louise laissait les mots tomber lentement, comme des miettes, ils enregistraient la belle-mère, toutes, les mensonges, les médicaments, les calomnies. Tout est sur bande. La salle n'applaudissait plus. Elle regardait,
Regardait Vanessa battre en retraite, regardait Damien rester figé dans un coin, la réalisation s'abattant sur lui comme un accident de voiture au ralenti. Regardait-moi, pas comme un fardeau, mais comme une femme qui se tenait dans le feu, restait silencieuse et parlait enfin. Ça commençait par un clip. Quelqu'un avait filmé l'instant, le verre brisé, le vent est renversé. Ma voix calme, tranchant la tension comme un scalpel. Ne traîne pas trop, une phrase si simple, pourtant trempée d'histoire. Le matin, il était téléchargé sur 2 pages communautaires locales, à midi, partagé par un forum de parents sous le titre « Quand le respect porte des perles ». Et au crépuscule, il atteignait les boîtes de réception de la famille élargie de Damien, pas par moi, par l'algorithme. Les captures d'écran volaient comme des plumes, la clé USB sur la table. Le juge Armand levant son verre. Damien sortant en trombe, rouge de visage. Mais ce qui s'enflammait le plus vite n'était pas le drame. C'était le contraste, moi, posé, calme, ne me recroquevillant pas. Elle, agitée, sur la défensive, partie. En 48 heures, les messages affluaient, cousins qui n'avaient pas appelé depuis des années, amis de la famille, même d'anciens collègues d'Harold. Martha, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. Elle m'a toujours semblé performative. Maintenant, je sais pourquoi. J'ai vu le clip. Vous étiez digne. Vous étiez dévastatrice. Et puis le vrai changement arrivait. David, le cousin qui avait ri poliment pendant que Vanessa plaisantait sur moi, m'envoyait un email. Une excuse complète. Je l'ai laissé parler de vous comme si vous étiez une obligation. J'aurais dû mieux savoir. Si vous êtes prête à parler, j'aimerais écouter cette fois. Mais ce n'était pas juste de la sympathie. C'était du soupçon. Envers Vanessa. Envers Damien. La famille qui restait silencieuse pendant qu'elle lançait des pics sur ma mémoire. Ma valeur. Ma place dans leur maison. Maintenant, il murmurait dans son dos. Louise m'appelait le lendemain soir. Un verre de vin à la main et la victoire bourdonnant dans sa voix. « Tu es en tendance, » disait-elle. « Et tu n'as même pas eu besoin de TikTok. » Je riais. Pour la première fois depuis des semaines. Je riais vraiment. Pendant ce temps, le monde de Vanessa rétrécissait. Son ex-employeur ouvrait l'enquête. Selon Stéphanie, une autre cousine de Damien, Vanessa avait reçu une lettre formelle exigeant un audit complet de son historique de dépenses et menaçant d'une action civile pour des réclamations frauduleuses. Elle essayait de le retourner, bien sûr, prétendait que c'était de l'amertume d'un collègue jaloux. Mais les preuves ne mentaient pas, et l'audio non plus. Louise s'était assurée qu'il était livré à l'entreprise, à l'avocat, aux membres de la famille qui avaient des oreilles et des souvenirs, et maintenant, des raisons de douter de tout ce qu'on leur avait fait avaler. Même la sœur du père de Damien. La sévère tante Marguerite m'appelait. Elle ne m'avait jamais aimé, jamais totalement fait confiance. Mais cette fois, j'aurais dû savoir, disait-elle. Il a changé après le mariage? Elle aussi. Vous méritiez mieux. Je n'avais pas besoin de son approbation. Mais je l'admets. C'était satisfaisant de l'entendre dire. Le couple final venait 1 semaine plus tard. Un groupe communautaire publiait un article de blog intitulé « Comment une grand-mère a repris son récit ». Il ne nommait pas de nom, mais l'histoire était claire. La femme qui servait les autres avec grâce était maintenant honorée. Et celle qui l'avait moquée portait maintenant le tablier et aucun respect. Je recevais des fleurs d'une inconnue, une carte disant « Pour chaque femme qui a choisi le silence ». Et plus tard, la phrase parfaite. Je la gardais sur ma table de nuit, pas comme un trophée, mais comme un rappel. Quand ils ont essayé de m'effacer, ils pensaient que je partirais discrètement. Ils ne savaient pas que discret ne veut pas dire parti. Ça veut dire précis. Ça veut dire écouter. Ça veut dire attendre que la vérité entre dans la pièce, portant une étiquette de nom et des reçus.